Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je vous propose une intervention sur la question de la démocratie, prise sous l'angle de la philosophie politique. Et donc ce soir, je vais essayer de vous démontrer sous vos yeux ébahis que le meilleur régime politique possible, celui que nous devrions souhaiter, celui envers lequel nous devrions nous engager voilà, dans notre action politique respective, c'est un régime de nature démocratique. Je vais avancer des arguments en faveur de la démocratie, en partant de l'idée que finalement tout le monde n'en est pas intimement convaincu, on tombe à intervalles réguliers sur des gens qui en fait ne sont pas démocrates. Il y a même des gens qui ne sont pas démocrates alors qu'ils disent qu'ils aiment la démocratie, donc ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, c'est un cas particulier. Donc je vais répondre à cette question. Ce faisant, je vais répondre à la problématique de la forme du meilleur régime politique, qui est une question distincte de celle du contenu du meilleur régime politique. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on répond à la question de la forme, on se pose la question de qui doit gouverner, ou qui doit avoir le pouvoir, ou comment le pouvoir doit-il être réparti dans la société, le pouvoir politique. Ça, c'est la question de la forme du régime, ça ne répond pas à la question de son contenu, ou si vous préférez, la question de ses finalités, c'est-à-dire que doit faire le pouvoir, ou que ne doit-il pas faire, quels sont les buts qu'il doit poursuivre pour être un pouvoir légitime. Ça, c'est des questions, on pourrait dire, substantielles et non pas formelles. Et j'ai déjà répondu à cette question, en tout cas ouvert très largement, poser les bases, on va dire, de la problématique des fins légitimes du pouvoir politique dans ma conférence sur le pluralisme de John Keats. Donc cette fois-ci, je continue à poser les bases d'une philosophie politique que j'espère progressiste, mais disons, la dernière fois, j'avais parlé des finalités ou du contenu du meilleur régime. Là, je vais parler uniquement de sa forme, donc qui doit exercer le pouvoir. Alors, commençons par une définition de la démocratie. Donc, par démocratie, je propose de ranger dans cette catégorie les régimes politiques dans lesquels tous les citoyens disposent également d'une capacité effective à exercer les différents aspects du pouvoir politique. Alors, ces différents aspects du pouvoir politique, c'est la formulation du contenu des lois suite à des débats publics. Ensuite, une fois que les lois sont promulguées, il faut exécuter celles-ci ou veiller à leur application par un certain nombre de charges publiques, éventuellement d'administration plus ou moins développées, qui vont permettre aux magistrats d'exercer une action effective. Mais une fois les lois promulguées, donc on exécute leur finalité par donc des charges publiques qui doivent, dans un régime démocratique, être occupées par des magistrats qui soit seront tirés au sort, soit s'ils sont élus, devraient l'être au sein de partis rivaux, donc avec une ouverture du jeu des candidatures possibles, qui fait qu'on n'est pas dans un système où les gens qui sont dans une magistrature politique seraient choisis par le pouvoir politique lui-même, ou seraient choisis au sein d'une partie de la population, au sein d'un parti unique par exemple. Voilà. Il faut que tout le monde puisse y accéder. Et enfin, pour le pouvoir judiciaire, eh bien, c'est l'arbitrage des procès durant lesquels doivent concourir des jurés de citoyens tirés au sort. Ça, c'est l'élément démocratique appliqué au pouvoir judiciaire. Ça pourrait aussi être, dans une certaine mesure, l'élection ou le tirage au sort des juges. Donc ça, c'est pour qu'est-ce que signifient les différents aspects du pouvoir politique, et qu'est-ce que signifie une capacité effective des citoyens à l'exercer, et ce qui rend possible le fait qu'ils l'exercent également, ou ce qui conditionne le fait qu'on a réellement affaire à un régime démocratique, c'est l'absence d'inégalités politiques formelles ou informelles. Alors des inégalités politiques formelles, ce seraient des discriminations reposant sur la naissance. Seuls peuvent accéder au pouvoir les gens de telle famille, de tel endroit, de tel groupe social. Donc ça, c'est des inégalités formelles qui reposent sur des particularismes. Ça pourrait être la religion, la race, le sexe, l'orientation, ou n'importe quel trait particulier d'un individu. Donc ce type-là d'inégalité d'accès au pouvoir ne doit pas exister, et il ne doit pas non plus y avoir d'inégalité informelle qui empêcherait une partie des citoyens d'exercer réellement leur citoyenneté,
qu'il s'agisse d'inégalités de fortune, d'inégalités géographiques ou autres. Il faut que s'il y a des assemblées politiques qui sont convoquées, les citoyens puissent réellement y accéder. S'ils sont tirés au sort pour exercer une charge publique, il faut qu'ils réellement ils puissent l'exercer et qu'ils n'en soient pas dissuadés par la pauvreté, par exemple. C'est pour ça que les démocrates grecs avaient pensé des indemnités, en quelque sorte, de présence les jours d'assemblée, afin de permettre à tous de pouvoir réellement participer à l'exercice du pouvoir démocratique. Donc, suite à cette définition de ce que c'est qu'un régime démocratique, on voit bien que ni un empire napoléonien fut-il plébiscitaire, ni les monarchies à suffrage censitaire du XIXe siècle, ni les démocraties entre guillemets populaires, qui sont l'appellation donc des États de type soviétique, n'étaient des régimes démocratiques. Bon, ça me semble assez clair pour quiconque connaît un peu ces exemples historiques. Et on comprendrait mal, de toute façon, pourquoi des mouvements démocratiques se seraient élevés pour abattre ces différentes formes de régimes, et souvent jusqu'à les renverser, si ça avait été d'emblée des régimes démocratiques. Ce ne serait pas très cohérent. Donc le régime démocratique tel que je viens de le décrire, il n'a été durablement pratiqué que par les cités démocratiques de la Grèce ancienne. Alors qui sont quand même durables, parce que si on remonte dans les périodes les plus anciennes et qu'on descend jusque dans les périodes les plus basses de l'Empire romain, on peut trouver des institutions de type démocratique dans différentes cités du monde grec sur une période d'environ 1000 ans. Donc j'estime que c'est quand même relativement long. Voilà, ça va. C'est pas un truc épisodique quand même. Bon. Alors, s'agissant de la définition, on voit bien qu'elle ne convient pas pour qualifier ce qu'on appelle par abus de langage les démocraties représentatives, c'est-à-dire le régime représentatif moderne. Et ce régime où, donc, au nom du peuple, on donne le pouvoir à une minorité élue pour une durée plus ou moins longue et qui est plus ou moins nommée par tout le monde, mais pendant très longtemps, tout le monde n'avait pas le droit de vote, ce régime-là, il serait plus exact dans les catégories de la pensée grecque de le qualifier d'oligarchie élective à suffrage universel. Donc c'est un régime oligarchique. Pourquoi? Parce que Aristote nous dit, dans les Politiques au livre 4, que on admet généralement que la désignation aux magistratures par voie de tirage au sort est de nature démocratique, parce que ça peut tomber sur tout le monde, tandis que la désignation par l'élection est de nature oligarchique, parce qu'on donne le pouvoir à une minorité qu'on met au-dessus de la masse, qui est une minorité élue, avec la connotation que ça a aussi dans le langage religieux, les élus, ceux qui iront au paradis. Donc une minorité en fait, on élit les meilleurs, les aristos en grec. Donc ce type-là de procédure n'est pas très satisfaisante, et c'est bien pour ça qu'elle était réduite à la portion congrue, par exemple, dans les institutions athéniennes. Donc les régimes dans lesquels nous vivons actuellement, ce sont plutôt donc des oligarchies fictives à suffrage universel, et non pas réellement des démocraties. Néanmoins, dans ces régimes modernes, et c'est toute leur ambiguïté, il y a quand même certains éléments de démocratie qui se sont glissés dedans. Par exemple, actuellement en France, dans la Constitution de la Ve République, les éléments démocratiques, ce serait l'universalité du suffrage, mais comme je l'ai dit, ça ne change pas que ça reste une procédure oligarchique, et c'est toujours mieux que si c'était censitaire. Ensuite, on a les référendums, ou toutes les procédures de type dites de démocratie directe, mais bon, c'est un peu un pléonasme de parler de démocratie directe. Et on a le fait que les jurés dans les tribunaux criminels sont tirés au sort parmi les citoyens. Ça, c'est un élément démocratique qu'on pouvait effectivement déjà trouver auparavant. Donc il y a des éléments de démocratie dans les régimes représentatifs modernes qui ne sont pas vraiment démocratiques, mais pas vraiment non plus totalement non démocratiques. C'est un régime mixte, dirait Aristote, c'est-à-dire qui combine des éléments de plusieurs constitutions différentes. On peut donc dire que la républicanisation des sociétés occidentales, donc le fait qu'elles deviennent finalement des sociétés où le pouvoir est partagé par plusieurs personnes et n'est plus confié à un monarque héréditaire, la républicanisation des sociétés occidentales et au-delà, puisque ça a influencé d'autres parties du monde, depuis les révolutions françaises et américaines du XVIIIe siècle, recoupe en partie une tendance à la démocratisation. C'est des phénomènes concomitants, et pour les démocrates modernes, la stratégie consiste en gros à dire que voilà, on a fait des républiques, mais on n'est pas allé assez loin, il faudrait que ce soit des républiques démocratiques. Donc les démocrates se placent dans la volonté de radicaliser finalement les institutions républicaines modernes, dans le sens de la démocratie.
en s'appuyant sur ce qui est déjà acté dans les institutions existantes, dans le sens justement de la démocratie. Alors ça, c'est ce que c'est que la démocratie, donc je pense que maintenant c'est bien clair et bien précisé. Et donc, on pourrait ne pas adhérer à ce régime. Il y a des gens qui n'y adhèrent pas. Hein. Bon, alors, moi, je ne vais pas donner des arguments qui se voudraient à destination de tous les esprits, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont quand même relativement fermés à l'argumentation rationnelle philosophique. Donc, effectivement, je ne chercherai pas seulement à convaincre des fascistes ou des staliniens. Mais il y a des gens voilà, qui ne sont pas forcément totalement déraisonnables, qui on peut discuter, qui pensent avoir de bonnes raisons de ne pas préférer un régime démocratique, soit parce qu'ils sont monarchistes, soit parce qu'ils sont pour une république, mais plutôt élitaire ou voilà, réservée à une élite. Enfin bon. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire pour essayer de convaincre les gens qui sont ouverts au débat rationnel pour les faire changer d'avis et montrer que, en fait, si, la démocratie, c'est vraiment la meilleure forme possible de régime politique. Il faut bien trouver des raisons qui ne découlent pas purement et simplement, enfin voilà, qui ne sont pas juste de dire moi je suis démocrate, pliez devant moi. Voilà. Il faut trouver un angle d'attaque pour les amener à changer d'avis à partir des croyances qu'ils pourraient déjà avoir sur le bien public ou sur le bien de l'être humain en général. Donc, j'ai 24 arguments, donc c'est pour ça que ça va durer un certain temps. Mais j'ai quand même pas mal réfléchi à la question. Alors c'est des arguments, voilà, je passe vite sur mon texte. Hein, c'est des arguments, il y en a que j'ai inventés, mais il y en a aussi que j'ai pris chez d'autres auteurs, en général je le précise. Et je les ai pas rangés forcément par ordre du plus pertinent au moins pertinent, ou du plus fort au moins fort. Hein. Vous verrez qu'ils sont... ces arguments que j'ai construits ou repris sont de force inégale, hein, ils ne sont pas tous aussi convaincants ou aussi bons les uns que les autres, il y en a qui sont plus pertinents que d'autres, je pense. Mais voilà, je ne les ai pas rangés dans un ordre particulier, donc l'ordre d'apparition des arguments n'a pas spécialement d'importance. Et il y en a un ou deux dont j'admets qu'ils seront peut-être des arguments un petit peu humoristiques, quoi, un petit peu pour donner du peps à l'intervention. Voilà, ils ne sont pas tous aussi sérieux les uns que les autres. Mais globalement, je pense que ce sont des bons arguments. Et puis voilà, il y en a 24, donc c'est quand même pas mal en termes de réflexion philosophique. Alors, premier argument, l'argument de l'autonomie. Donc, si on suit le philosophe cher à mon cœur, Cornelius Castoriadis, il nous explique que la démocratie ne repose pas sur des principes transcendants, sacrés et indiscutables, qui seraient attribués à une puissance supérieure à l'homme, comme ça serait le cas dans un régime de type autoritaire, qu'on évitera de confondre avec un régime de type tyrannique, parce que la tyrannie ne repose que sur la force brute, tandis que le régime autoritaire se réclame de certaines formes de principes supérieurs au pur arbitraire du tyran. Hein. Dans des régimes de nature démocratique, il n'y a pas de loi du royaume ou de loi divine qui serait intangible et qui serait mis au-dessus de la société, et vis-à-vis desquelles il suffirait de se plier ou de se régler. Voilà, il n'y a pas de tradition immémoriale qui sert de boussole permanente et qui serait supposée être infaillible ou quoi que ce soit de ce genre. Dans la démocratie, les individus savent que les lois qui sont appliquées, c'est celles qu'ils se sont données à eux-mêmes. Il n'y a pas de garantie supérieure du bien fondé de ces lois. Et c'est précisément parce qu'on sait qu'elles ne sont pas forcément bonnes qu'on peut les changer. Il y a une périphrase qui était utilisée dans les décrets des assemblées démocratiques athéniennes qui disait « Il a paru bon au peuple d'Athènes de décider que… » Et le mot important de la phrase, c'est « paraître ». C'est-à-dire c'est ce que les gens ont estimé pertinent à un certain moment donné, mais si ça se trouve, hein, voilà, la loi en vigueur, c'est pas la vérité absolue, c'est pas la meilleure loi forcément pour tous les temps et voilà, voulu par Dieu lui-même de façon intangible. Non, non, c'est ce que le peuple a cru à un moment donné. Voilà, c'était peut-être la bonne loi, c'était peut-être pas la bonne loi. Mais on peut la changer parce qu'on sait qu'on se l'est donné à soi-même. Donc les citoyens d'une démocratie savent, ou en tout cas devraient savoir, que leurs choix collectifs ne sont pas infaillibles, qu'il n'y a pas de garantie transcendante du bien fondé de leurs choix politiques. La démocratie n'a pas non plus de limite définitive qui serait donnée a priori.
Voilà, contrairement à la pensée traditionnelle, elle ne pose pas la vérité comme revenant d'une révélation surnaturelle ou d'une tradition des ancêtres qui serait supposée infaillible ou d'une sagesse des coutumes héritées qui serait supposée être parfaite. La vérité, dans cette conception de la vision autonome de la société, la vérité c'est quelque chose qui doit être cherché et découvert. C'est pas quelque chose qui est déjà donné d'emblée et qui serait dans un texte sacré infaillible des temps anciens. Non, non, c'est quelque chose qui doit être constitué historiquement par un effort collectif, par un usage public et collectif de la raison pour constituer de la connaissance et faire les meilleurs choix possibles. Donc l'élément commun entre démocratie et philosophie, c'est l'absence de clôture a priori dans ce qui est possible ou dans ce qui est concevable ou souhaitable, c'est-à-dire le principe d'autonomie. Il faut chercher la loi qu'on doit se donner à soi-même. C'est ça, une pensée autonome. Et donc la démocratie ne se ment pas à elle-même sur l'origine humaine, et donc faillible et perfectible, les deux en même temps, des lois. C'est une vision de la nature véritablement humaine de ce que ça signifie que la politique. Et si nous tenons le refus du mensonge, ou inversement le fait d'avoir une conscience claire finalement de la nature de ce que sont les lois, si nous tenons le refus du mensonge et le développement de l'autonomie des individus pour des biens, alors nous devons préférer la démocratie. Ça, c'est le premier argument. Et il y a un corollaire tout à fait important de cet argument, qui est mon deuxième argument, donc le corollaire. La démocratie, mais c'est toujours, je résume dans ces paragraphes très 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 rapidement la pensée de Castoriadis sur ces questions. La démocratie est le type de régime le plus favorable à l'émergence de la pratique de la philosophie, parce que les deux sont des manifestations de l'autonomie, c'est-à-dire de la recherche de la loi qu'on doit adopter, sachant qu'il y a bien une recherche, ce n'est pas quelque chose de déjà donné et de certain parce que Dieu l'a dit ou parce que les ancêtres l'ont dit. Les deux, donc philosophie et démocratie, sont des manifestations de l'autonomie, dans un cas à l'échelle individuelle de la réflexion personnelle, dans l'autre à l'échelle collective et politique de la délibération, par les citoyens. Et donc, si nous sommes attachés au fait de pratiquer la philosophie, si nous sommes attachés à l'idée que la philosophie est un bien, ou que pouvoir philosopher est un bien, et nous n'aurions aucune raison de ne pas y être attachés, parce que c'est la condition logique pour mener un débat rationnel, et si vous n'êtes pas d'accord avec ce point, vous ne pouvez pas être en train de m'écouter, voilà, ça n'a aucun sens. Si vous êtes attaché à l'idée que nous devons trouver des raisons de justifier nos actions et penser par nous-mêmes, voilà, par un effort de la réflexion, eh bien nous devons préférer le régime démocratique parce qu'il y a une très forte imbrication entre l'activité du philosophe à l'échelle individuelle et l'activité des citoyens dans un régime démocratique, puisque les deux sont des manifestations du même principe, du même comportement fondamental, qui est l'autonomie. C'est-à-dire être un type d'être humain qui cherche les lois et le sens de son existence, qui ne les a pas déjà trouvées dans une révélation indiscutable. De notre parenthèse, au début de mon exposé, je disais que je ne m'adressais pas aux gens qui seraient inaptes à la réflexion rationnelle, donc qu'ils soient fascistes ou staliniens. Ça vaut aussi évidemment pour les fondamentalistes religieux. Je n'essaie pas de convaincre ces gens-là. Voilà. Donc nous devons préférer la démocratie en tant que c'est un type de régime politique favorable à l'expression de l'autonomie des êtres humains et, dans le domaine de la pensée, à une réflexion libre de type philosophique. C'est pour ça que le philosophe, s'il était censé, devrait être un démocrate. Ça, c'était le deuxième argument. Je passe au troisième, qui est l'argument de la paix. Alors, l'argument de la paix, il repose sur ce qu'on appelle en relation internationale la théorie de la paix démocratique. Et selon cette théorie, les régimes démocratiques tendraient à se déclarer moins souvent la guerre les uns les autres que ne le font les régimes non démocratiques entre eux ou les régimes démocratiques et non démocratiques entre eux. Alors si cette théorie est exacte, bon moi j'ai pas de connaissances extrêmement poussées en relations internationales ou en histoire des conflits qui feraient que j'aurais les données quantitatives pour évaluer une telle proposition,
Mais quelqu'un comme le politologue français Gilles Delannoy juge que c'est une théorie absolument indiscutable, et bien si la théorie de la paix démocratique était exacte, ça constituerait une bonne raison de préférer la démocratie, non seulement pour notre propre pays, mais comme idéal politique universel, parce que, a priori, on désire tous plutôt vivre dans un monde en paix que dans un monde en guerre. Donc si vous aimez la paix, soyez démocrate. Et soyez démocrate pour tout le monde, hein, pour le monde entier. Voilà, ça c'est un argument. Il y a un corollaire de l'argument de la paix démocratique qui est que si... comment dirais-je? Enfin, c'est-à-dire, là, le corollaire, ça dit simplement que comme être en paix avec ses voisins favorise les échanges économiques et donc la prospérité mutuelle, si l'argument de la paix démocratique est valide, alors ça nous donne une raison en plus de préférer ce régime qu'est la démocratie et son universalisation pour que nous puissions tous, les humains, jouir de la prospérité la plus grande possible dans un monde démocratique et donc paisible. Voilà, c'est juste un corollaire, ça veut juste dire que la paix, ça favorise la prospérité, comme la prospérité est plutôt quelque chose que nous voulons plutôt que le contraire, là aussi, ça semble une bonne raison de préférer ce qui crée les conditions de la paix. Et j'ai donc pas vérifié la validité de la théorie de la paix démocratique, mais ce serait intéressant de, voilà, de trouver des données quantitatives pour essayer de tester cette théorie, si ce n'est pas déjà fait dans des articles dont j'aurais pas connaissance. Alors je passe à un argument qui va beaucoup plaire à Lapin, qui est le cinquième, l'argument du divertissement. Alors c'est pas le meilleur argument, hein, c'est un argument un petit peu humoristique. Mais moi je l'aime bien quand même. L'argument de divertissement consiste à soutenir que si on regarde la politique comme un pur spectateur qui serait indifférent au fait d'y participer ou de prendre un parti quelconque, eh ben on peut quand même avancer l'idée que la démocratie pourrait avoir le mérite d'être un régime moins ennuyeux que les autres. Parce que dans la démocratie, il y a des partis qui s'affrontent, il y a des arguments qui sont échangés, il y a des débats. Les affaires publiques ne sont pas soustraites à l'examen de l'opinion publique, donc on peut en avoir une connaissance ou la regarder, quoi. Ce qui ne serait pas le cas dans des états policiers ou autoritaires où les affaires publiques sont soustraites finalement aux citoyens et confiées aux princes et à ses conseillers, quoi. Dans les régimes démocratiques, les dirigeants changent régulièrement, donc voilà, ça crée un effet de nouveauté hein, qui peut plaire. La vie publique est plus fluide et plus animée que dans les bureaucraties totalitaires ou dans les autocraties. Personne ne considère par exemple l'interminable règne de 18 ans de Louis-Philippe comme une époque politique intéressante. On peut donc avancer un argument hédoniste en faveur de la démocratie, car sa nature la rend intrinsèquement plus divertissante. Voilà, c'est un argument hein, qui a le mérite d'exister, hein, qui n'est pas décisif, hein, je ne m'attends pas à ce qu'on choisisse son régime politique sur la base de ce seul argument, mais je trouve qu'il est marrant et je pense que peu de gens y auraient pensé, donc voilà, ça témoigne d'une certaine créativité. Alors, je passe à autre chose. Le but d'une bonne défense de la démocratie étant évidemment de convaincre les gens qui ne sont pas déjà d'accord qu'il faut choisir ce régime. Donc là, dans le sixième point, je vais m'adresser un petit peu aux gens qui seraient d'opinion conservatrice, avec un argument de type évolutionniste. Alors les conservateurs apprécient souvent les arguments évolutionnistes qui consistent à prétendre qu'une chose serait bonne parce qu'elle aurait perduré longtemps. Ou du moins ce serait la preuve que telle institution, elle a duré vraiment longtemps, elle a donc passé l'épreuve du temps. Et donc si elle a passé l'épreuve du temps, c'est qu'elle ne doit pas être si contraire que ça à la préservation de la société. Donc les gens qui sont voilà, plutôt d'opinion conservatrice ou de droite vont avoir tendance à penser qu'une chose qui est très ancienne possède une sorte enfin voilà, ne peut pas être totalement nocive, sinon ce serait rendu compte. Bon, moi je trouve que c'est très faible hein, comme mode de pensée, mais admettons qu'on accepte un argumentaire de type évolutionniste, eh ben, on devrait aussi pouvoir y trouver une raison de favoriser la démocratie, ce que ne font pas forcément hein, les gens de droite habituellement. En effet, dans le cas de la France, le régime démocratique tient plutôt bien. La France a été démocratique, ou en tout cas républicaine, même si j'ai déjà précisé dans l'introduction que c'était pas exactement la même chose, mais on va dire républicaine avec des tendances plus ou moins nettes en faveur de la démocratie selon les périodes, depuis la Révolution française, soit depuis une période de 230 ans, à l'époque où j'ai écrit le billet, c'était en 2021.
Donc voilà, ça fait un paquet d'années quand même, hein. Sur les 3 défaites militaires majeures que la France a subies durant cette période, donc 1815, 1878 et 1940, une seule l'a été sous un régime démocratique, qui était celui de la Troisième République, hein. Donc ceci montre qu'il ne semble pas qu'on puisse prétendre, hein, que la démocratie serait inapte à faire des gens qui seraient capables de défendre leur pays en cas de guerre. Elle n'est pas non plus quelque chose qui semble extrêmement fragile ou qui ne pourrait pas disparaître. Sans compter que là je parle du cas français, mais considérons l'exemple des démocraties de l'Antiquité. Il y a des cités démocratiques qui ont existé pendant des siècles et des siècles en fait, hein. Donc l'argument de c'est un régime fragile qui ne peut pas durer, qui n'a pas été consacré par le temps, voilà, comme voudrait la sensibilité conservatrice, ne marche pas vraiment. Donc si l'argument évolutionniste vaut pour la défense des traditions, alors il vaut aussi pour la défense de la tradition démocratique. Voilà. Ça c'est un argument. Ensuite, l'argument de Mises sur la paix civile, numéro 7. Alors c'est un argument de type instrumentaliste, hein, qui défend la démocratie non pas en tant que bien intrinsèque, mais en tant qu'elle permettrait d'éviter finalement la guerre civile. Mises nous dit « La démocratie est une forme de régime qui, sans combat violent, permet au gouvernement de se conformer aux désirs des gouvernés. Lorsque dans un État démocratique le gouvernement n'est plus exercé conformément aux désirs de la majorité de la population, on n'a pas à recourir à une guerre civile pour mettre en place des hommes destinés à œuvrer dans le sens de la majorité. » Donc, dans les régimes non démocratiques, je sais pas moi, la France de Louis XIV, si vous n'êtes pas d'accord avec la politique que fait le roi, et ben en fait, votre avis ne compte pas, donc taisez-vous. Et si vous le supportez vraiment pas, parce que vous considérez qu'il prend des mesures vraiment injustes, bah, l'alternative, ça va être la violence, en fait, la violence politique, donc la guerre civile. Les citoyens hostiles à la politique menée dans un pays non démocratique doivent choisir entre la résignation, l'exil ou la guerre civile. Il n'y a pas vraiment de troisième option. Enfin, de quatrième option. Alors que, dans les pays démocratiques, les divergences sont susceptibles d'être résolues sans attenter à la paix civile. Puisqu'on peut changer nos dirigeants, on peut changer les lois, voilà. En tout cas, on devrait pouvoir le faire si on avait réellement le pouvoir. Donc, comme la paix civile est plutôt une bonne chose, et ben, c'est une raison de préférer une forme de régime démocratique à un régime qui ne le serait pas. Corollaire de cet argument, je vais étendre un petit peu le raisonnement de Mises pour l'appliquer cette fois-ci à la question de la sécurité extérieure de l'État. Puisque les démocraties tendent à être moins exposées à la guerre civile, elles sont aussi moins susceptibles d'être des proies tentantes pour les agressions des États voisins. Parce que généralement, les États en envahissent d'autres quand ils voient qu'ils sont faibles, hein. En général c'est quand même plus pratique. Donc quand un État qui est en guerre civile, ça devient un petit peu open bar pour les pays de la région pour venir sur son territoire faire ce qu'ils veulent, hein. Prenez l'exemple de la Syrie actuellement et plein d'autres exemples historiques qui montrent qu'un pays en guerre civile est souvent à la merci de ses voisins. Donc la guerre civile, ça affaiblit la sécurité de l'État vis-à-vis des autres États, enfin du pays, quoi. Et donc, puisque, toute chose égale par ailleurs, la démocratie favorise le fait d'éviter la guerre civile, alors ça favorise aussi la sécurité extérieure de l'État ou du régime politique. Ce qui redouble encore l'argument sur la causalité entre forme démocratique de régime et sécurité nationale. Donc ça, c'est très bien, et ça devrait convaincre les gens qui veulent que leur pays soit indépendant de préférer un régime démocratique. Je pense notamment aux souverainistes. Les souverainistes qui ne seraient pas démocrates, qui ne sont pas vraiment bien réfléchis à ce qui permet le mieux d'assurer l'indépendance d'un pays. L'argument du statu quo, ou second argument de la paix civile. Alors c'est un argument qui ne marche que pour la France de notre époque, donc voilà, ça a beaucoup moins de portée que les autres, il est beaucoup plus conjoncturel. Mais ça consiste à dire que voilà, la démocratie en France aujourd'hui, elle est quand même largement implantée dans notre histoire et dans notre tradition politique. Même si un solide groupe antidémocratique se constituait, il n'est pas plausible qu'il parviendrait à changer le régime de manière non violente. Par conséquent, accomplir aujourd'hui une révolution antidémocratique en France déboucherait sur une guerre civile. Or, la guerre civile est consensuellement considérée par les plus sages philosophes politiques comme le pire état possible d'une communauté politique. Hein, c'est ce qu'il faut vraiment éviter. Donc si tenter de renverser les éléments démocratiques de notre constitution en France aujourd'hui aboutissait à une guerre civile, ben, finalement la raison ou la sagesse serait de ne pas le faire.
Et c'est un argument qui a convaincu un penseur maurassien comme Thierry Molnier, hein, vers 1838. Il s'est dit que finalement, bon, ça valait pas le coup de renverser la démocratie si c'est au prix d'une guerre civile qui tuerait des Français, en fait. Hein. Comment peut-on se prétendre patriote attaché au bien de son pays et faire ça, quoi. Donc c'est une raison, en tout cas dans le contexte de la France, de préférer la paix et donc le maintien des éléments démocratiques du régime. Argument numéro 10, l'argument de Gambetta sur les couches nouvelles, que j'appelle aussi argument de l'espoir de promotion sociale. Et alors ça consiste à dire, c'est pas un super fort argument, hein, mais ça consiste à dire que dans une société démocratique, même des individus qui partiraient dans la société d'une position avec plutôt un faible capital économique et culturel sont susceptibles de s'élever dans l'échelle sociale grâce à l'accès à des magistratures politiques. Voilà, ils peuvent devenir maires, ils peuvent devenir différentes occupations possibles. C'est une élévation sociale qui peut arriver pour certains individus. Le talent d'orateur et les compétences sollicitées par le métier d'homme politique sont irréductibles à l'argent ou à la culture héritée. Même si, bien évidemment, ça peut aider à faire carrière, mais ça ne fait pas forcément tout. Les classes moyennes, sinon les classes populaires, sont susceptibles d'au mieux espérer améliorer leur situation en saisissant des opportunités offertes au sein d'un cursus honorum républicain. À l'extrême limite, comme c'est arrivé sous la Ve République, un fils d'ouvrier peut devenir ministre. Quel ancien régime peut en dire autant en termes de mobilité sociale? Les individus dans une société démocratique peuvent caresser l'espoir qu'ils occuperont ou que leurs enfants pourront occuper des responsabilités publiques éminentes, ce qui n'est pas vrai, ou en tout cas pas au même degré, pour un sujet de Louis XIV ou de Staline. Voilà, parce que c'est des régimes où la mobilité sociale est beaucoup moins grande, hein, puisqu'il y a une caste qui concentre le pouvoir. Dans une démocratie, cette ouverture des carrières politiques donne aux individus une sorte de confort psychologique lié aux possibilités réelles ou imaginaires d'ascension sociale. Et ces éléments tendent à faire de la société démocratique une société dynamique et optimiste, où il fait bon vivre, puisqu'on se dit qu'on a des possibilités d'élévation sociale qu'on n'aurait pas sous un autre régime. Donc évidemment, c'est un argument qui a une portée assez limitée, hein, ça ne concerne qu'un nombre d'individus numériquement limité, mais c'est un avantage qu'il y a dans la démocratie qu'il n'y a pas dans un autre régime. Corollaire de la paix sociale. Toute chose égale par ailleurs. Les conflits sociaux voient leur âpreté réduite par l'espoir des individus que leur situation s'améliorera ultérieurement. Les possibilités décrites dans l'argument 10, donc vous, vos enfants, pourrez peut-être s'élever dans la société grâce aux magistratures publiques, ces possibilités ne confèrent pas simplement un bénéfice psychologique, elles améliorent aussi la situation réelle des membres de la société, indépendamment du fait qu'ils y accèdent ou pas. Donc voilà, ça crée de l'espoir, les gens finalement vont plutôt adhérer à un tel régime parce qu'ils ont une perspective sur l'avenir en fait, qui n'aurait pas du tout dans une société verrouillée par une élite politique corrompue. Voilà, insérez ici un pays d'Afrique que vous voulez, bon, ou autre. Hein. Bon. Alors, un autre argument qui a des affinités avec les précédents, mais qui vient d'une tradition politique qui n'est pas celle de Gambetta, c'est ce que j'ai appelé l'argument de Pareto ou l'argument de la circulation des élites. Ça consiste à dire la chose suivante. Être né noble ou être né dans une famille assez riche pour payer le sens dans un régime d'oligarchie censitaire ne constitue pas une preuve d'une aptitude particulière à agir de manière pertinente, s'agissant des affaires publiques. De nombreuses personnes pensent, à la suite du sociologue Vilfredo Pareto, que c'est seulement dans une société parfaitement ouverte, avec des personnes ayant une mobilité sociale parfaite, qu'occuper une position d'élite se justifie par la capacité supérieure ou la valeur intrinsèque de l'individu. C'est seulement dans de telles conditions, qu'on pourrait appeler des conditions de concurrence finalement, que l'élite dirigeante comprendrait des personnes les plus aptes à régir la vie publique et donc à gouverner. Or, les sociétés démocratiques permettent une meilleure circulation des élites que la majorité des régimes alternatifs, y compris des régimes fascistes à la Mussolini, dans lesquels la caste dirigeante est limitée aux membres du coup d'État initial, ou dans les bureaucraties communistes, dans lesquelles l'accès au pouvoir est réservé aux membres du parti et à leurs enfants. Si on admet que la compétition et la circulation des élites, donc des gouvernants, est favorable à leur aptitude à gouverner la société, parce qu'en fait ils doivent faire leurs preuves et montrer qu'ils ont des capacités
que d'autres individus n'auraient pas, qui justifieraient qu'ils occupent le pouvoir, ne serait-ce que pour une période limitée de temps. Si on admet que la compétition et la circulation des élites sont favorables à leur activité à gouverner la société, alors cela constitue une raison de préférer la démocratie, puisqu'il y a une meilleure circulation élitaire que dans un régime de caste voilà, qui monopolise le pouvoir ou qui l'a par droit de naissance, par hérédité, voilà, des trucs de ce genre. Voilà, ça c'est donc c'est un argument qui est très différent dans son inspiration de pas mal d'autres précédents, mais je pense qu'il a aussi une certaine valeur. Alors le 13, pardon, argument esthétique ou second argument hédoniste. La démocratie, c'est le régime de la parole. Si la rhétorique atteignait de tels sommets chez les Grecs, et même sous la République romaine, qui avait quand même des aspects de citoyenneté, même si ce n'était pas une démocratie à proprement parler, c'est parce que les institutions démocratiques rendent nécessaire la production de certaines formes artistiques, que sont par exemple les discours publics. Ce qui donne aux élites dirigeantes, ou en tout cas aux individus qui s'investissent dans l'action politique, mais dans une démocratie authentique, ça pourrait être n'importe quel citoyen, l'occasion de rivaliser d'éloquence. Sans la démocratie, les grands discours politiques de Robespierre à De Gaulle, en passant par Victor Hugo, Tocqueville ou Jaurès, n'existeraient pas. Ou en tout cas pas sous cette forme, ou en tout cas peut-être pas avec le degré de compétition le plus élevé pour briller par rapport aux autres. Les circonstances de la vie démocratique sont donc favorables à la production d'œuvres orales et littéraires qui lui donnent une beauté esthétique propre. Voilà. Donc là, c'est un argument esthétique, ça consiste à dire qu'il faut aimer la démocratie parce que ça produit du beau sous la forme de discours publics contradictoires, voilà, qui exigent un entraînement, une compétition, qui poussent les individus à tendre à une certaine forme d'excellence oratoire, qui était très pratiquée chez les Grecs. Finalement, la plupart des sophistes étaient finalement des professeurs de rhétorique, comme Gorgias, je crois. Donc, ça, c'est un élément propre au régime démocratique qu'on ne trouve pas ailleurs, cette forme de beauté esthétique dans le débat public. Alors on peut ne pas être sensible à cet argument, puisque ça reste un argument voilà, esthétique, mais je pense que ça a quand même une certaine pertinence de souligner cet aspect des choses. C'est pas l'argument le plus fort, mais il a le mérite d'être original. Ensuite, l'argument 14, argument informationnel, que j'ai aussi appelé argument hayekien de gauche. Parce qu'il est un petit peu inspiré de la théorie du signe et le prix dans l'école autrichienne d'économie, mais que j'ai vraiment remanié pour que ça marche dans un autre sujet. Si on a pu dire que le marché est une démocratie des consommateurs, c'est Mises qui disait ça de l'économie de marché, on pourrait aussi ajouter que la démocratie est en un certain sens un marché des opinions. C'est-à-dire que ça permet l'expression et la connaissance qu'il y a des attentes qui se concentrent sur un certain domaine à propos d'un certain sujet. C'est la même chose que le marché. Le marché donne des prix, et plus le prix est élevé, plus ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une attente d'un bien ou d'un service quelconque. La démocratie, de même, a la capacité de faire savoir aux gens qui ont le pouvoir ou qui voudraient l'exercer les attentes de la population. Si on admet que le bien du pays est au moins partiellement constitué de la réalisation des attentes des habitants, connaître ces attentes est nécessaire pour être un bon dirigeant politique. Mais c'est irréalisable en raison de la dispersion de l'information dans la société. Comment savoir ce que les gens attendent? Dans un régime autoritaire ou totalitaire, l'usage de la police secrète, l'espionnage de la population par le gouvernement, ne répond que très partiellement à ce besoin de savoir qu'est-ce que désirent les gens. Ça fait partie des raisons de l'échec sans navrant et total des régimes de type bureaucratique communiste. A l'inverse, si les citoyens disposent de droits démocratiques, leurs préférences peuvent plus facilement être identifiées, par exemple par l'intermédiaire de référendums, qui peuvent éventuellement être à l'échelle locale, parce que c'est plus facile à organiser, mais voilà, les gens ont des moyens de communiquer leurs attentes et leurs préférences, ou de virer les dirigeants qu'ils estiment ne pas répondre à leurs attentes, etc. Et donc, les aspirations des citoyens, qui sont un élément à prendre en compte pour se faire une idée exacte de ce que serait le bien public, et de ce qu'il faut faire pour le bien public, sont plus faciles à être connus dans un régime démocratique que dans un autre régime. C'est un argument informationnel, qui porte sur la connaissance. Donc la résolution du problème de l'information est donc plus facile dans un régime démocratique et lui donne de meilleures chances d'être un bon régime. Voilà l'argument. Là encore, c'est un argument dont je suis assez fier parce que je l'ai vu nulle part.
Alors, l'argument d'Amartya Sen, aussi appelé argument de la famine. Alors celui-là, il est particulièrement génial. Il est partiellement lié au point précédent d'ailleurs. Dans son ouvrage de 2005, La démocratie des autres, l'économiste indien Amartya Sen analyse les effets de la nature du régime politique sur la gestion des famines en Inde et en Chine durant la deuxième moitié du XXe siècle. Et il observe que l'Inde a pu mieux réagir face aux épisodes de famine parce que ses citoyens disposaient de possibilités de débat démocratique, d'investigation et de possibilités de renverser les dirigeants provinciaux incompétents ou corrompus. À la même période, en Chine, on a des famines, sauf que ces possibilités de contestation et de critique n'existaient pas en Chine communiste. Ce qui n'a pas permis de prévoir ou de prévenir les épisodes de famine, et ça n'a pas non plus permis de limiter leurs conséquences en prenant les bonnes décisions à temps. Et donc là, je trouve que l'argument est assez fort, parce qu'a priori, tout le monde a envie de manger pour survivre. Améliorer les politiques publiques, réduire la fréquence des famines ou l'ampleur de leurs conséquences, dénoncer la corruption et renverser les dirigeants corrompus, tout ça, ce sont des éléments qui constituent une forte raison de préférer un gouvernement démocratique. Et là, cet argument il est d'autant plus fort qu'on a des expériences empiriques qui en démontrent la validité. C'est pas juste une réflexion théorique sur comment devrait marcher la société, c'est ce qu'on peut déduire de l'observation de l'histoire de la Chine et de l'Inde au XXe siècle. C'est donc un argument assez fort. Argument de l'anticorruption, donc qui a aussi des affinités avec le point précédent. Si le pouvoir politique est réservé à un autocrate ou à une oligarchie, il est plus facile pour une puissance financière, qu'elle soit interne ou externe au pays en question, de corrompre le pouvoir en place, que cela ne serait le cas si le pouvoir est dilué entre des centaines de parlementaires et d'élus opérant à différents niveaux. Donc ça, c'est un argument, finalement, quel est le régime le moins corrompu possible? Et bien, ce sera forcément un régime où ça coûte plus cher de corrompre les gens. C'est très simple, en fait. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très favorable à un système monocaméral avec une seule chambre de représentants, enfin, de parlementaires, enfin de législateurs, quoi. Mais avec le temps, je me suis dit, non, finalement, deux chambres, c'est pas forcément plus mal, parce que ça fait 2 fois plus de gens à corrompre si jamais on voulait faire passer des lois en achetant ceux qui ont la capacité de les promulguer. Donc là, c'est un argument fort en faveur de la démocratie, parce qu'il est quasiment impossible de corrompre suffisamment d'électeurs au cours d'un référendum national pour en changer le résultat, et on ne peut pas non plus acheter l'ensemble du peuple lorsqu'il s'exprime en démocratie directe sur le vote d'une loi. Voilà, on réunit les gens dans des endroits où sur Internet on les fait voter telle décision, nanana. Bon, si c'est la masse entière d'un peuple qui vote, vous pouvez bien en acheter des centaines ou des milliers, ça ne pourra pas changer le résultat. Et en plus vous corrompez les gens, plus ça risque de se savoir, donc c'est vraiment risqué d'en corrompre un très grand nombre. Et ceci nous prouve donc qu'un régime de nature démocratique, contrairement à ce qui est souvent annoncé, contrairement à ce qui est souvent reproché à la démocratie, qui serait plus facilement corruptible, moi je soutiens à partir de cet argument qu'en fait c'est le contraire. La démocratie est le régime le moins susceptible d'être sujet à la corruption, au sens strict du terme, c'est-à-dire au sens juridique, d'acheter les actions de quelqu'un pour qu'il ne se comporte pas comme il devrait le faire suivant sa conscience. Voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi. Alors, l'argument de la souveraineté, bon, j'en ai peut-être déjà un petit peu parlé, mais il y a plusieurs arguments finalement qui convergent pour dire que souverainisme et démocratie sont indissociables. Comme le montre, à contrario, l'histoire de l'Égypte et de nombreux autres pays, il est moins vraisemblable qu'un peuple habitué à diriger par lui-même ses propres affaires politiques accepte de laisser une puissance étrangère détruire sa souveraineté nationale et exercer le pouvoir politique à sa place, que cela ne serait le cas pour un peuple accoutumé à être gouverné par une petite élite coupée du reste de la société. Et je dis que cette proposition sociologique est démontrée par l'histoire de l'Égypte, parce que si vous considérez l'histoire de l'Égypte, je ne dis pas que les Égyptiens n'ont jamais résisté à des envahisseurs extérieurs, mais globalement, ils n'ont pas beaucoup fait. Ils se sont quand même laissés envahir par les Hyksos, par Alexandre le Grand, par les Grecs des Ptolémées, par une époque, et puis ensuite par les Romains. Donc. Et comment ça se fait que la population égyptienne est restée aussi passive face à ces invasions répétées? Moi, j'ai une théorie sur la question, les Égyptiens n'étaient pas des Grecs. C'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas à la démocratie, ils ne la pratiquaient pas, ils ne la connaissaient pas, et finalement,
payer des impôts pour le pharaon et sa bureaucratie, ou payer des impôts pour Rome et sa bureaucratie, bon, pour le paysan égyptien de base, ça change pas grand-chose. Donc, être gouverné de l'étranger ou pas de l'étranger, quand on n'est pas en démocratie, ça a quand même moins d'importance que quand on est habitué à gouverner soi-même et à avoir le pouvoir. Parce que quand on a le pouvoir, non seulement on est gouverné de l'étranger, mais en plus on perd le pouvoir qu'on avait l'habitude de détenir. Ça crée donc un motif psychologique, une raison d'agir supplémentaire pour ne pas accepter la perte de souveraineté nationale lorsqu'on est démocrate et lorsqu'on est habitué, ou en tout cas lorsqu'on a un désir de vivre en démocratie. Et donc, puisque l'indépendance nationale est un bien, alors nous devrons préférer la démocratie en tant que c'est un régime plus susceptible de produire la volonté que la nation gouverne elle-même ses propres affaires démocratiquement. Alors, corollaire de la défense nationale, donc c'est une suite du point précédent, comme le montre le phénomène des volontaires nationaux apparu à l'époque de la Révolution française, plus le peuple a quelque chose à perdre, plus cela le motive à ne pas se laisser envahir. C'est évident, hein, quelle que soit la situation, plus vous avez à perdre, plus vous allez être motivé à ne pas le perdre, hein, quel que soit le contexte. Hein, c'est vraiment une proposition très très générale. Si la défaite militaire est synonyme de la destruction des droits démocratiques, et non pas seulement de la perte de telle quantité de terres à la frontière, le peuple possède une motivation spécifique pour défendre son indépendance nationale. Et j'en veux pour preuve le phénomène des volontaires nationaux et tous les phénomènes de partisans de l'époque moderne hein, qui ont suivi cet exemple, hein, mais ça a commencé avec la Révolution française. On a vu des gens qui étaient des paysans, voilà, des gens normaux, enfin des gens, des prolos quoi, hein, de partout dans le pays afflués par dizaines de milliers pour défendre la France contre l'envahisseur. Pourquoi? Mais parce que la France c'était un régime dans lequel on avait proclamé les droits de l'homme et du citoyen, et le fait que tout le pouvoir procède essentiellement de la souveraineté du peuple, en fait. Hein. Donc c'est pour défendre ce régime-là, ces institutions-là, cette liberté-là, que ça a inspiré nos ancêtres, en fait. C'est ça qui s'est passé. Et ça n'aurait pas eu lieu si ça avait été une guerre d'ancien régime classique où, à la fin de la guerre, la pire des choses qui puisse arriver, c'est qu'on va perdre quelques kilomètres de frontières. Donc, ça n'aurait pas motivé passionnellement les gens à ce point-là. Donc c'est ça qui fait la différence. Alors, il y a un second corollaire relatif à l'efficacité militaire. Et cette fois-ci, l'argument consiste à dire que non seulement les armées démocratiques, comme je viens de le dire dans le point précédent, possèdent une motivation supplémentaire pour se battre, mais en plus, cette motivation et les habitudes de débat libre et de remise en cause des dirigeants tendent à rendre les armées démocratiques plus efficaces que les armées non démocratiques. Et c'est la thèse avancée tout à fait sérieusement par l'historien militaire américain David Hanson dans son livre Carnage et culture de 2002. Les armées des pays occidentaux qui ont des traditions politiques et sociales de type démocratique sont plus efficaces statistiquement quand elles se battent contre des armées non occidentales qui n'ont pas ces façons-là de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'esprit critique en fait. On va remettre en question potentiellement les décisions de non, non, là on nous dit qu'il faut avancer, mais en fait c'est pas le bon moment pour avancer. Nanana. Donc les gens réfléchissent en fait. Les gens réfléchissent, ils sont capables de contester les décisions quand elles ne leur semblent pas pertinentes. Et ça crée des traditions de combat. Bon, j'ai pas tout le détail de l'argumentation parce que j'ai pas lu le bouquin, mais la thèse de son livre, hein, c'est que les mœurs démocratiques, pour ainsi dire, créent une efficacité militaire qui, à la longue, s'avère plus grande. Ce qui serait d'ailleurs un des arguments pour expliquer le succès civilisationnel de la civilisation occidentale moderne par rapport à d'autres civilisations qui n'ont pas eu le même succès. C'est quand même pas rien comme argument, même si, encore une fois, j'ai pas lu le bouquin pour lire toute la démonstration dans le détail. Argument numéro 20, l'argument de la sécurisation des alliances militaires. Alors lui aussi c'est un argument très conjoncturel, hein, ça ne marche pas pour toutes les situations historiques possibles, mais bon, ça marche pour la France d'aujourd'hui, donc je le donne quand même. Les peuples et les gouvernements, en raison d'un mécanisme psychologique basique d'identification, ont tendance à être plus fidèles aux alliances militaires avec les peuples dont ils partagent le type de régime. Parce que là, les étrangers qui sont attaqués, c'est des étrangers qui sont attaqués, mais d'un régime qui nous ressemble. Donc, c'est toute chose égale par ailleurs, c'est quand même un peu plus comme nous que si c'était pas comme nous. Quoi. Raison pour laquelle les Français se sont souciés du sort des républicains espagnols ou des exilés politiques italiens qui ont fui Mussolini, bah parce que ils voyaient que c'était des gens de sympathie démocratique et pas des fascistes en fait.
Alors que si on n'avait pas eu ce régime-là et ces aspirations en France, on se serait un petit peu foutu de leur situation. Donc ça, c'est un fait psychologique voilà, basique. Et de nos jours, les deux alliances militaires majeures de la France sont avec les USA dans le cadre de l'OTAN et avec les États-Unis dans un cadre bilatéral et dans le cadre otanien. Sécuriser ces alliances, qui semblent quand même plutôt pas mal pour notre sécurité extérieure, donne une bonne raison de vouloir conserver un régime de nature démocratique. Tout simplement pour ne pas affaiblir le sentiment de sympathie que ça peut provoquer chez nos alliés sur le plan militaire. Voilà, c'est un argument qui est très conjoncturel, hein, ça ne marcherait pas pour un autre pays qui ne serait pas dans ces alliances, mais moi ça me semble pas trop mal pour convaincre un Français de 2021, enfin 2023 maintenant, que nous devrons inspirer un régime démocratique. Alors, argument 21, argument d'Aristote ou argument de la réalisation de soi. Selon Aristote, et ainsi qu'une longue tradition philosophique après lui, et même avant, selon Aristote, la participation politique constitue un élément nécessaire à la réalisation du genre de vie le plus excellent. Donc c'est un argument moral en fait. La controverse politique démocratique est l'occasion pour chaque citoyen d'employer de façon publique sa raison, de la mettre à l'épreuve et de pouvoir ainsi clarifier son propre jugement, ce qui offre un bénéfice éthique global applicable à d'autres domaines de l'action rationnelle, en plus de permettre une décision finale plus informée que s'il était le fait d'un seul. Ce qui nous renvoie à l'argument 15 sur la diffusion de l'information. Et non, c'est celui sur la. Enfin, c'est celui sur la famine que je cite. Mais ça marchera aussi pour l'argument sur l'accès à l'information, en fait. Donc voilà, donc selon Aristote, selon Hannah Arendt, selon pas mal de philosophes, en fait, quand même, l'être humain est un être de raison, l'être humain est un être dialogique, le logos c'est à la fois la raison et la pensée, quoi. Et réaliser pleinement les potentialités de la nature humaine, pour employer des mots un petit peu pompeux, mais qui veulent quand même dire quelque chose, quoi. C'est-à-dire que se réaliser éthiquement et devenir la meilleure version possible de nous-mêmes, eh bien, ça appelle l'exercice de nos capacités, également dans le domaine politique, sans quoi on ne mènerait pas une vie humaine complète, ou qui nous permettrait de faire tout ce qui nous distingue en fait d'une vie qui ne serait pas humaine, qui serait simplement animale, quoi. Donc voilà, je pourrais très longuement développer là-dessus, parce que dit comme ça, c'est un peu ramassé, et les explications de en quoi exactement la démocratie nous permet de nous réaliser ne sont pas tout à fait les mêmes selon qu'on prend le point de vue d'Aristote, d'Hannah Arendt ou d'autres philosophes, mais il y a un argument éthique qu'on peut avancer en disant que une vie vraiment humaine, une vie qui vaut la peine d'être vécue, comme le dit Socrate, c'est une vie d'examen, mais c'est pas une vie d'examen uniquement philosophique, c'est aussi une vie de citoyen. Et Socrate était éminemment citoyen de Athènes, il a fait quand même 3 guerres pour défendre sa ville. Bon. Alors, le 22, c'est l'argument des analogies structurelles entre la démocratie et la liberté individuelle moderne. Celui-là, il fallait aller le chercher assez loin aussi, mais je l'aime bien. Est-ce que le fait que les révolutions libérales modernes datant de la fin du XVIIIe siècle, telles que la révolution de l'indépendance des États américains, et la Révolution française, puis les révolutions en Europe de 1848, puis la révolution de février 1917 en Russie, puis d'autres révolutions ailleurs en Europe après 1918, est-ce que toutes ces révolutions qui ont instauré les droits de l'individu, et donc qui en un sens sont des révolutions libérales, le fait qu'elles étaient simultanément des révolutions démocratiques, ou en tout cas dans lesquelles il existait des tendances démocratiques significatives, tout cela n'est-il qu'une simple coïncidence? Eh bien, je soutiens qu'il y a des raisons de penser que non, et que ce sont en fait des aspects différents mais compatibles et qui se renforcent mutuellement de la société moderne qui se sont révélés dans ces épisodes historiques. Cette simultanéité tient à des principes qui opèrent de façon analogue dans deux ordres distincts du régime politique, sa forme d'un côté et son contenu concret ou ses buts de l'autre. En effet, libéralisme et démocratie partagent une dimension égalitaire. L'égalité des droits individuels d'un côté, l'égale possibilité de participation politique de l'autre. Libéralisme et démocratie sont également attachés à la liberté de parole, de manière différente. Le libéralisme prône une liberté d'expression qui doit être préservée de toute pression violente. La démocratie implique un régime public
ouvert et la possibilité de mettre en cause les règles établies. On pourrait aussi ajouter le principe grec d'iségoria, l'accès égal à la parole. Donc la possibilité de s'exprimer effectivement, hein, qui est commun donc, à des tendances qui reconnaissent des droits à l'individu et aux tendances démocratiques. Donc j'en parle juste après, tiens, du principe d'Iségoria, donc l'accès libre égal à la parole des citoyens au sein de l'Assemblée ou de situations sociales préparatoires au débat public, était central dans la société démocratique. Enfin, libéralisme et démocratie mettent en jeu un principe de responsabilité à l'échelle individuelle dans un cas, dans la sphère politique de l'autre. En démocratie, le peuple a toujours la responsabilité de son propre destin. Ses dirigeants sont responsables devant lui. Donc il subit les conséquences de ses propres choix, ce qui l'apparente à un principe de responsabilité individuelle à l'échelle de la vie personnelle, en fait. Vous devez être autonome et assumer votre responsabilité en être libre et indépendant. Comme le notait Tocqueville, il serait étrange pour un démocrate de prôner que les citoyens sont aptes à se gouverner eux-mêmes dans le domaine politique, tout en les déresponsabilisant en leur refusant toute liberté à l'échelle individuelle. Donc ce serait incohérent finalement pour un démocrate de prôner que les individus sont responsables dans le domaine politique, mais pas dans la vie privée, ou le contraire. Il y a une forme d'affinité entre la reconnaissance d'une certaine liberté de l'individu et la reconnaissance de la capacité des individus à mener une vie démocratique, collectivement. C'est pour ça, de mon point de vue, qu'il y a cette simultanéité qui n'est pas un accident des tendances libérales, ou en tout cas pour la liberté individuelle, et des tendances démocratiques dans les révolutions des sociétés modernes. Selon Tocqueville, l'individualisme, qu'il définit comme le repli de l'individu sur sa sphère privée, laisse les mains libres à l'État moderne pour devenir une puissance tutélaire régissant tous les aspects de la vie humaine. Donc ça c'est la critique tocquevillienne de l'État moderne, hein, critique libérale qui est bien connue. Hein. L'État devient de plus en plus omnipotent que les individus se désintéressent des affaires publiques et se réfugient dans l'espace privé. La liberté individuelle serait mieux assurée dans un régime où les citoyens se soucient de leurs droits politiques et démocratiques, participent aux affaires publiques, en commençant par l'échelle communale. L'échelle communale est très défendue, vivement mis en valeur par Tocqueville, hein, comme un espace où les individus apprennent véritablement la liberté, hein, qui n'est pas qu'une liberté de rester chez soi. En fait, hein. La liberté serait donc mieux défendue si les citoyens participent aux affaires publiques et examinent avec méfiance les décisions de leurs dirigeants, qui conservent le droit de renverser. En somme, la liberté positive que constitue la participation démocratique tendra à favoriser le souci relatif de la liberté négative de l'individu, c'est-à-dire la liberté d'avoir un espace à soi où on n'est pas soumis aux décisions d'autrui, on peut avoir une certaine marge d'action qui nous est propre, etc. À l'appui empirique de cette thèse, donc le fait que ces deux types de liberté ont des affinités, on peut souligner que les régimes totalitaires ou autoritaires du XXe siècle, qui ont été au plus près de la destruction totale de la liberté individuelle, étaient aussi des régimes antidémocratiques. Sans doute n'est-ce pas un hasard. Ces analogies structurelles sont une raison de penser que les droits individuels de la tradition libérale auront moins de chances d'être abolis par une société démocratique que par une société qui ne le serait pas. Et donc, si nous admettons que la liberté individuelle fait partie des biens politiques, et j'ai parlé dans mon essai sur John Kicks de pourquoi on devrait considérer que la liberté fait effectivement partie des biens politiques que doit réaliser un bon régime pour être un régime légitime, alors nous devons préférer la démocratie en tant que milieu favorable à la réalisation de cette liberté. Ok, il me reste 2 arguments et j'ai fini, mais ce n'est pas les moins importants. Hein. Alors, 23e argument en faveur de la démocratie, c'est ce que j'ai appelé l'argument de l'indivision radicale des intérêts. Ça consiste à dire que sous un régime démocratique, les gouvernants sont beaucoup moins susceptibles de développer un intérêt personnel opposé à celui des gouvernés, puisque chaque citoyen est un gouvernant, ou qu'il est tour à tour gouvernant et gouverné, parce qu'il y a une rotation des magistratures, des charges, etc. Et donc, ça tourne. Par conséquent, le régime est beaucoup plus susceptible de fonctionner pour le bien commun de la collectivité politique, plutôt qu'au profit d'une caste, d'une classe ou d'une oligarchie distincte du reste de la société. Bon, ça me semble un argument qui se comprend assez facilement. Hein.
le pouvoir n'appartient pas à une partie de la société de manière stable et définitive, et exclusive, donc il n'y a pas de raison que se constitue un intérêt des gouvernants qui serait totalement distinct de l'intérêt des gouvernés, puisque le citoyen participe au gouvernement et pour les charges ou les magistratures qui doivent être exercées spécifiquement par un individu, ça tourne. Voilà, quoi, c'est pas la même personne à vie qui s'occupe de telle fonction. Donc ça permet l'absence de formation d'intérêts contradictoires qui ferait que le pouvoir politique finirait par être exercé par une minorité au profit d'une minorité, ce qui définit l'oligarchie chez Aristote. Et par conséquent de ce que je viens d'exposer, on s'étonne qu'Aristote ne qualifie pas la démocratie de constitution droite, au sens qui gouverne pour le bien commun. Parce que la démocratie a quand même l'avantage d'avoir plus de chances, me semble-t-il, qu'un autre régime, d'être effectivement une constitution droite, donc un gouvernement pour le bien de tous les citoyens, puisqu'il n'y a pas de formation possible, ou en tout cas beaucoup moins de chances que se forme un intérêt distinct des gouvernants par rapport aux gouvernés. Certes, ça ne veut pas dire que les citoyens sont infaillibles ou qu'ils ne vont jamais prendre de mauvaises décisions, mais au moins, ils ne prendront pas des décisions contraires au bien commun pour satisfaire un égoïsme de caste, quoi, puisque le pouvoir appartient à tous. Donc on n'est pas très loin, hein, même si c'est un autre argument de l'argument contre la corruption, là aussi ça me semble assez fort hein, comme argument. 24. Le corollaire à l'argument de la non-division des intérêts, la limitation du risque de domination politique. Alors selon le politiste américain Frank Lovett, dans un ouvrage que j'ai un petit peu traduit sur la domination, la domination politique, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir politique sur des individus qui en sont dépendants, et pouvoir qui est exercé en fonction du seul bon plaisir du détenteur du pouvoir, donc pouvoir qui est exercé de façon arbitraire, la domination, donc, c'est un mal qui est plus facile, selon Lovett, à éviter sous un régime démocratique. Alors pourquoi? Il y a deux raisons. Premièrement, bien que l'ensemble des citoyens gouvernent sans être soumis à un pouvoir supérieur, les personnes qui exercent les différents pouvoirs sont différentes et en rotation relativement rapide. Il n'y a donc pas de concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul et même individu ou d'un seul et même organe politique, type le Politburo de l'URSS. Ce qui permet de faire appel à une instance politique contre les abus de pouvoir. Oula, c'est mal tourné là. Oui, voilà, ce qui permet de faire appel à une instance politique contre les abus de pouvoir d'une autre. Donc on peut s'appuyer sur le pouvoir législatif contre d'éventuels abus de pouvoir qui seraient commis par les juges, s'appuyer sur les juges contre d'éventuels abus de pouvoir qui seraient commis par les personnes qui à l'instant T occupent les fonctions de législateur, et ainsi de suite. Le pouvoir est divisé entre plusieurs agences, ce qui permet de faire une régulation externe et de faire en sorte que le pouvoir n'est pas soumis au simple bon plaisir de celui qui l'occupe en fait. Il est limité par la possibilité de... un système de poids et de contrepoids, comme diraient nos amis constitutionnalistes aux États-Unis. Check and balances. Il est également plus facile de vivre sous un gouvernement limité par une constitution si l'ensemble des citoyens se reconnaissent réciproquement comme libres et égaux, car le fait qu'ils se reconnaissent comme libres et égaux ne serait guère cohérent avec l'apparition de l'exercice d'un pouvoir absolu des gouvernants temporaires sur les gouvernés. Donc, puisque les gouvernants savent qu'ils ne sont là que pour un temps, et qu'ils se considèrent comme libres et égaux avec d'autres citoyens libres et égaux, ça semble difficile pour eux de justifier ou de ne considérer que ça ne va pas leur proposer des problèmes quand ils auront plus le pouvoir s'ils devaient l'exercer de façon absolue. Ils vont forcément plutôt considérer qu'ils ne peuvent pas l'exercer de façon absolue, donc il y a des chances plus grandes, parce que le régime est de nature démocratique, qu'il y ait une certaine forme de constitution qui soit adoptée, qui indique que le pouvoir politique ne peut pas décider de telle et telle chose. Il y a une limite finalement à ce que le pouvoir politique peut exiger des individus. Et enfin, troisième raison que nous propose Lovett, les institutions démocratiques sont selon lui plus susceptibles de développer chez les individus des vertus civiques. Donc là, c'est un clin d'œil évident à toute la tradition de pensée républicaine depuis Cicéron et Machiavel. Des vertus civiques comme le courage, l'honnêteté ou encore l'engagement du citoyen,
puisque le citoyen est habitué depuis son enfance à l'idée qu'il va devoir assumer le destin de la collectivité. Donc ça a du sens de s'engager, puisqu'on sait que notre action va vraiment avoir des conséquences, puisqu'on exerce le pouvoir. Alors que si on n'exerce pas, pourquoi s'engager en fait, hein, c'est beaucoup plus compliqué. Et toutes ces vertus civiques sont susceptibles de pouvoir freiner la corruption du pouvoir et sa transformation en un rapport de domination. Donc, si on veut ne pas être dominé, si on veut ne pas être soumis à un pouvoir arbitraire, ce qui est un mal pour l'être humain, hein, et ça j'en suis tout à fait d'accord avec Lovett, eh bien, nous devons préférer le type d'institution qui limite les chances qu'une domination se crée dans la société ou dans les rapports entre les pouvoirs politiques et les individus. Et ça semble être une bonne raison, là encore, de préférer un régime de type démocratique. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a convaincu. Et si ce n'est pas le cas, j'attends vos jeux d'objection, vos remarques et voilà, toutes les questions que vous pourriez avoir sur ce sujet. Je vous remercie.